comment ça s'utilise, et du point de vue de la personne qui développe une application, est-ce qu'il y a besoin juste de l'accès au driver et de partir, ou est-ce que une espèce de couche d'abstraction pourrait amener un certain nombre de choses. Donc j'appelle ça des object mappers. Mon expérience, elle vient d'un projet qui s'appelle Hibernate OGM, qu'on a démarré en se disant, l'objectif de ce projet, c'est de dire on utilise la technologie Hibernate, sauf qu'au lieu de stocker dans les bases de données relationnelles, on va stocker ça dans des bases de données NoSQL. Donc on a plusieurs familles de bases de données qu'on sait supporter. C'est un peu un retour d'expérience là-dessus, sur les choses qu'on a bien aimées, qui se passent bien, les choses qui se passent moins bien. Et l'API que nous on offre, c'est l'API JPA, donc il y a un petit angle là-dessus au niveau de la présentation. Et puis pour faire ça un peu par petit morceau plutôt qu'un gros bloc, je ne sais pas si vous connaissez cette émission sur France 5 qui s'appelle On n'est pas que les cobayes, c'est une émission scientifique et qui explique à des enfants des choses scientifiques. Et moi j'aime bien, donc je regarde quand même, je suis pas un enfant. Donc on va prendre des challenges et on va essayer d'y répondre en fait. On en a 6 et je sais pas. Et donc pour vous, c'est même si aujourd'hui vous ne faites pas du NoSQL, si vous en faites, c'est un peu essayer de prendre un peu de recul et de regarder qu'est-ce que ça veut dire, combien de NoSQL il faut, etc. Donc moi je m'appelle Emmanuel Bernard, je travaille chez Red Hat dans le middleware, donc c'est la division JBoss. Et je tourne autour de tout ce qui est données, alors historiquement Hibernate avec la persistance de données, mais tous les projets qui tournent autour, donc Infinispan, TI, Modshape, etc. Je participe au JCP en tant que soit spec lead, soit membre d'un groupe d'expertise, et aussi à certains projets européens dans le projet lead. Je fais des podcasts, il y en a un en français qui s'appelle Les Cascodeurs. Qui ne connaît pas les Cascodeurs, n'écoute pas les Cascodeurs? Okay, donc vous allez sur lescascodeurs.com et vous écoutez. L'autre est en anglais, c'est plus vraiment focalisé sur JBoss. Le premier, c'est surtout l'univers Java, voire l'univers des développeurs, donc c'est plus générique. Voilà, puis vous pouvez lire d'autres choses sur mon site web ou sur Twitter. Donc on va se lancer et on va dire, voilà, on a un premier challenge, c'est on se dit, voilà, ma société m'a dit de choisir un produit NoSQL, donc j'ai interviewé tous les mecs de la planète, machin, j'ai fait mon choix, c'est ce produit avec lequel je pars, on y va. Du coup, est-ce que c'est le seul produit dont j'ai besoin? Et maintenant, je suis passé de Oracle à, je sais pas, CoachDB, et maintenant c'est parti. On va voir ça. Et on va prendre un cas d'utilisation, on va dire que j'ai un site d'e-commerce qui a besoin d'être massivement scalable, j'ai potentiellement des milliards de produits, il y a plein de gens qui viennent sur mon site. J'aimerais qu'il y ait plein de gens qui viennent sur mon site. J'aimerais aussi détecter les liens entre quel type de catégorie de personnes achètent quoi pour leur pousser les bons produits au bon moment. Vu que c'est du web 2.0, il y a plein de commentaires qu'il va falloir que je stocke, afficher les derniers, ce genre de choses. Évidemment, il faut que je puisse récupérer les produits, les trouver facilement par des mots-clés, etc. D'accord? Donc, d'abord, à la base, c'est un catalogue de produits. Donc là, on va se dire, une base de données orientée documents, c'est génial parce qu'on a ces fameux documents qui décrivent les propriétés de mes produits. Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà fait ce genre de site e-commerce, mais les produits sont toujours un petit peu différents les uns des autres. Un livre, il a un éditeur, un auteur, une liste d'auteurs, etc. Un produit électronique, il a plutôt une marque avec un type de produit, potentiellement une sous-gamme, etc. Et il y a plein d'options qui peuvent être même spécifiques à chaque sous-catégorie de produit. Il y a par exemple un téléphone, combien d'espace de stockage, ce genre de choses. Et donc là, c'est génial parce que les document stores, ils sont flexibles. On peut rajouter des champs qui sont uniques à ce document ou à ce type de document. Et je n'ai pas besoin d'appeler mon DBA pour ajouter une colonne, des choses comme ça. Et puis, il n'y a pas de plein de colonnes vides. Donc ça, c'est bien. Et puis, c'est semi-décrit. On voit qu'il y a une notion de titre, de type. On arrive en tant qu'humain à le lire. Et puis, il y a cette notion de structure imbriquée qui permet de représenter un graphe d'objets, finalement, quand on y réfléchit. Ok, donc on a notre catalogue. Sauf que quand on veut faire des requêtes qui lient les produits aux utilisateurs, qui a acheté quoi quand, eh bien, les bases de données orientées documents, elles pêchent un peu parce qu'elles savent faire des requêtes au sein d'un même document. Quand ils commencent à falloir agréger un document avec un autre, faire des joints
utiliser un autre produit NoSQL, une base de données orientée graph, par exemple NoSQL, Neo4j, et on va stocker les produits, quand est-ce que ça a été acheté, les utilisateurs. Pas tout le détail que je vous ai montré avec la vente, etc., mais vraiment les entités. Pourquoi? Parce qu'il faut idéalement que ça tienne sur une seule machine pour que les algorithmes de navigation de graphes soient extrêmement efficaces. Distribuer des algorithmes de graphes, c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus difficile. On va essayer d'éviter ce genre de choses. Ensuite, on a nos fameux commentaires, où il y a plein de commentaires par produit, surtout les produits populaires, et pour une raison ou une autre, le business dit bah, c'est les derniers produits qui sont les plus intéressants. Et ben là, on va utiliser un produit qui s'appelle Cassandra, qui scale quasi linéairement, enfin, c'est une technologie très intéressante, et puis surtout, de par la manière dont ils stockent, ils persistent les données physiquement sur disque, ils sont très forts à dire je veux les 10 derniers éléments, ou les 10 premiers, ou les 10 en partant de tel endroit. Donc on va utiliser ça pour stocker nos 10 derniers commentaires. D'accord? Et puis on peut penser à d'autres choses. Une fois qu'on a calculé, grâce à notre base de données orientée graph, nos recommandations, on va les stocker dans un système de clé-valeur très rapide pour que dès qu'on voit un utilisateur, on l'a mis dans une catégorie, on fait lookup par le key, on récupère les informations nécessaires, alors on va lui pousser l'information, le produit qui va bien, etc., etc. Pareil, on a besoin d'un moteur de recherche full text, donc de l'indexation, ce qu'on appelle les index inversés. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à partir d'un cas d'utilisation simple, entre guillemets, de l'e-commerce, j'ai une base de données orientée document, une base de données orientée graph, une base de données, on va dire, columnar, enfin orientée colonne, pas orientée colonne, c'est plus compliqué que ça, du clé-valeur et un moteur de recherche. Donc là, j'en ai 5 pour un cas d'utilisation qui n'était pas... j'ai passé 3 minutes, enfin 5 minutes à le décrire, donc c'était pas compliqué. Donc ce qu'on s'aperçoit, c'est que pour un cas d'utilisation, un moteur NoSQL, il vous expose des choses sur lesquelles il est très fort, des choses sur lesquelles il n'est pas fort du tout. Donc pour un cas d'utilisation, vous allez choisir le moteur ou l'outil NoSQL ou la famille NoSQL qui va bien. Mais comme votre application en général elle est faite de plusieurs cas d'utilisation, vous allez devoir stocker en gros la même information dans ces différentes structures pour répondre à des besoins différents. D'accord? C'est vraiment comme ça que vous allez avoir le bénéfice de ce poste relationnel unique. Et ça dépend à la fois de est-ce que vous voulez faire des requêtes compliquées, est-ce que vous voulez faire des choses très rapides, est-ce que vous voulez un truc qui, s'il y a 3 machines qui tombent, ça continue à marcher. Voilà, il y a plein de questions comme ça que vous pouvez répondre. Mais si on stocke les données dans 5 éléments différents, ça veut dire que la duplication, comment est-ce qu'on gère la consistance, ça devient des débats intéressants. En tout cas, en général, quand on part vers un NoSQL, on a tendance à partir vers plusieurs NoSQL en fonction du besoin. Donc on commence à avoir à gérer nos données qui sont distribuées dans plusieurs endroits différents. Deuxième truc, JPA, ça a été fait pour les bases de données relationnelles. Il se trouve qu'Hibernate OGM utilise les API JPA. C'est un peu débile parce que du coup, vous allez être coincé avec les trucs qui sont spécifiques à du JDBC ou aux bases de données relationnelles. Déjà, JPA, quand on regarde la spec et quand on regarde l'API, etc., ce qu'on va réaliser, c'est que c'est orienté sur les objets, au sens Java du terme, et sur le modèle métier, les relations entre les objets, conceptuellement, etc., etc. D'accord? Donc, si votre application, votre cas d'utilisation est représentable sous forme objet et que ça a du sens, à ce moment-là, JPA a du sens. Peu importe que derrière, ça soit enregistré dans des tables au sens Oracle ou dans une clé-valeur au sens Infinispan, par exemple. D'accord? Et quand on regarde les informations ou les métadonnées qui sont spécifiques à JDBC, il y en a finalement très peu dans la spécification. On va zoomer un petit peu. JPA, qui n'utilise pas JPA en fait? Okay, quelques-uns. C'est un système d'abstraction où on dit pas j'ai changé telle propriété, j'ai rajouté tel élément dans la collection, etc., etc. Ce qu'on dit c'est, voilà cet objet, j'aimerais que son état soit synchronisé avec la base de données. Donc l'objet, je viens de le créer, je vais le passer en mode manage grâce à l'opération qui s'appelle persist. Et là, à partir de maintenant, tous les changements que je vais faire sur cet objet vont être propagés au bon moment, entre guillemets, à la base de données. D'accord? Et après, je peux décider de séparer ce lien entre la base de données et l'objet. D'accord? Donc on gère
le changement d'état du cycle de vie de l'objet et pas vraiment le changement d'état de l'objet lui-même. C'est le framework qui gère le changement d'état de l'objet lui-même. Donc vous avez votre graphe d'objet qui est managé, vous faites des changements à plusieurs étapes dans votre système, et l'ORM, à un moment donné, il va comparer ce qu'il avait avant, les changements que vous avez faits, il va les regarder et il va les transformer en actions à exécuter, comme vous auriez exécuté une série d'actions JDBC. D'accord ? C'est vraiment une approche différente. Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre ? Moi, j'ai mon avis personnel. Je vais vous montrer des choses qui sont intéressantes quand on utilise une approche ORM versus une approche où explicitement on liste les opérations qu'on fait. Premièrement, on peut séparer notre code de travail qui travaille sur les données qu'on est en train de modifier en éléments complètement séparés. On va pouvoir faire des changements sur cette grappe d'objets, la passer à un autre processeur, peut-être un service business ou quoi que ce soit, qui va continuer à faire ces changements. Et à la fin, le plus tard possible, on va exécuter tous les changements en une période la plus courte possible pour limiter les logs et ce genre de choses un peu désagréables. D'accord ? Et puis on ne va pas faire les mêmes changements plusieurs fois puisqu'on va être capable de faire un div, de les optimiser. Si on fait 2 fois le même, il ne se passe rien, etc., etc. Voilà, il y a d'autres avantages, opportunités de cacher de manière systématique, etc., etc. Au niveau des requêtes, la façon dont on requête dans JPA, c'est bien un langage de requête orienté objet qui s'appelle JPQL, qui en fait appliquait des prédicats, des contraintes sur les objets et surtout sur leurs propriétés. Puis on peut naviguer sur les objets et dire je veux récupérer ce sous-morceau de graphe de la base de données en une seule fois ou en plusieurs fois. Ça c'est sur les objets, c'est pas sur le JDBC ou des choses comme ça. Donc techniquement on pourrait porter la requête JPQL vers le langage natif de votre OSQL. On va en parler un petit peu après. Donc pour moi, il faut bien se dire que non, JPA est assez abstrait, il n'y a pas vraiment un lien si fort que ça avec les bases de données relationnelles. D'accord ? Et c'est ce qu'on s'est aperçu avec OGM, il y a plein de concepts et de sémantiques qui finalement se mappent très très bien. On en parle un petit peu après. D'ailleurs, le mythe numéro 3, c'est justement les entités, donc ces fameux objets qui sont liés à d'autres objets, genre one-to-many, many-to-one, ce genre de choses. Comment est-ce que ça rentre dans le NoSQL, voire dans les NoSQL, puisqu'ils ont des approches de stockage vraiment différentes. Alors on va partir de zéro, puis on va regarder. Quand on regarde fondamentalement un objet, qu'est-ce que ça a ? Ça a un type déjà. Donc là, sur la gauche, vous voyez un objet Java qui est une classe qui s'appelle News. Il a cet objet, il a des propriétés, il y en a une qui est l'identité, puis le reste, c'est des propriétés que je veux persister. D'accord ? Et puis des fois, je rajoute des métadonnées supplémentaires. Je ne veux pas le stocker dans la colonne par défaut, mais dans une colonne explicite, avec un nom différent. Et puis, les dates, je veux stocker que la partie date et non pas la partie temps, sachant que Java, c'est un peu de la dope, en tout cas avant JDK8 au niveau de la gestion de l'objet date. Voilà, là, ça permettait de préciser certaines choses. Et quand on regarde comment est-ce qu'on persiste ça dans deux différentes bases de données NoSQL, la première c'est une base de données orientée document, je trouve que c'est Mondo, on voit qu'on a une collection. Une collection c'est l'équivalent d'une table un petit peu. Et on a cette collection news, donc on a mappé un type à collection et toutes les entrées de type news vont être dans cette collection-là, super. Et puis le document lui-même, c'est des champs, au sens JSON, c'est des champs avec des valeurs. Il se trouve que l'identifiant, on a mis underscore ID parce que dans MongoDB, underscore ID, c'est un champ qui a des propriétés un petit peu spécifiques. Et donc, c'est la façon naturelle de stocker les identifiants dans MongoDB. Donc, nous, on a fait un mapping un petit peu forcé parce qu'on savait que vous pointiez vers MongoDB, ça c'est dans Hibernate OGM. Et puis, le reste est mis. Donc là, on a mappé la date avec le système natif de date du système. Et ce qu'il y a en dessous, c'est un nœud dans Neo4j, donc une base de données orientée graph, dans lequel on dit, voilà, c'est un nœud qui a des labels. Il a le label news, ça c'est le type. Donc on a un label, un type, on associe un label. On est capable de récupérer tous les nœuds qui ont un label news. Et puis on a rajouté un label de type entity, on verra un petit peu après pourquoi. Et puis on voit qu'à un nœud, on associe des attributs au sens Neo4j. Et là, on a fait un mapping un peu plus classique, l'identifiant égale la valeur, etc. Ok ? Donc ça, c'était facile. En même temps, un mapping d'un objet vers une structure, c'est facile. Donc on va rendre les choses un peu plus compliquées.
qu'est-ce qui se passe quand on a un objet qui est associé à d'autres objets avec une sémantique un petit peu spécifique qui s'appelle les embeddable. Qui est familier avec les embeddable dans JPA? Ok, certains. Donc, ce qui est important dans les... Qu'est-ce qui différencie une entité d'un embeddable? C'est qu'un embeddable, ça n'a pas d'identifiant. Ça veut dire que la vie de l'objet embeddable est entièrement dépendante de la vie de l'objet qu'il contient, de l'entité qu'il contient. Donc là, on vit dans un univers parallèle où, quand il y a une news, il y a des journalistes qui sont associés à cette news. Et si on détruit l'objet news, on tue les journalistes. Il n'y a pas de sens. Ça n'a pas de sens dans mon univers parallèle. Les journalistes existent quand une news n'existe pas. D'accord? C'est la sémantique embeddable. C'est-à-dire que je peux créer une news, à ce moment-là, je peux associer des journalistes et le cycle de vie de ce journaliste sera entièrement dépendant du cycle de vie de news. Mais si je supprime cette news-là, les objets associés en embedded ou embeddable sont littéralement supprimés. D'accord? Et bien ça tombe bien. Cette notion d'embeddable, elle mappe très très bien avec la base de données orientée documents, parce que c'est des structures embriquées, donc des sous-documents, vous pourriez penser, qui sont dans le document lui-même. Et quand je supprime le document news 1, 2, 3, 4, etc., ben, il se trouve que je supprime les journalistes de manière automatique, parce que c'est le document entier que je supprime par exemple, je sais pas, quand je dis B ou MongoDB. D'accord? Par contre, dans une base de données orientée graph, le mapping le plus naturel, c'est plutôt de créer des nœuds quand il y a des concepts qui sont représentés. Donc là, on a créé un nœud pour chacun des objets, et puis on les a tagués embedded quand c'était des objets qui étaient liés. Alors, c'est pas utile en l'occurrence pour le moteur Hibernate OGM, mais c'est peut-être utile pour vous, pour différencier certaines choses. Un label, ça coûte pas très cher, donc on l'a rajouté. Il se trouve que du coup, on a fait des liens entre les nœuds, ça représente les associations dont on a parlé. Donc, au lieu d'embarquer l'information dans un nœud donné, les sous-objets, on va juste créer un nouveau nœud et faire un lien entre ces deux, dans cette base de données orientée graph. Ce qu'il faudra bien faire attention, c'est que quand on supprime le nœud entité, il faut aussi supprimer les autres sous-nœuds. Ça va être le boulot du mappeur de réaliser que vous avez une sémantique d'embedded qui n'est pas nécessairement native dans le système. Ça va pour l'instant? Pas sûr, hein? Ok. Voilà, on fait un peu plus compliqué. Enfin, plus compliqué techniquement. Généralement, les bases de données orientées, enfin, NoSQL ne savent pas faire bien des jointures ou des choses comme ça. Alors, justement, ils sacrifient ça pour avoir plus de bénéfices. Alors, il y a des façons de contourner le problème. Une des façons de contourner le problème, c'est de dire, ben voilà, j'ai une entité qui est liée à une autre entité ou à une liste d'autres entités. Et ce que je vais faire, c'est que dans une base de données relationnelle, ben, j'ai une table d'association et puis je fais un select qui fait mes jointures et puis du coup je récupère les chats détestés par un chien donné. D'accord? J'ai une requête. Comme là, la requête, elle n'est pas faite de manière efficace dans le NoSQL, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la requête au moment de l'écriture, on va préécrire le résultat de la requête. Ce qui fait que quand on va charger le document chien, on va avoir dans la liste des chats qui le détestent directement le pointeur vers la liste des chats qui détestent. Donc là, il y en a qui ne déteste qu'un seul chat, donc c'est plutôt pas mal. On charge le chien, on a directement l'identifiant qui correspond au chat qui est détesté, du coup on peut aller chercher le chat. On pourrait même aller plus loin et de dire je vais aussi stocker les informations liées au chat, son nom, son âge, etc. dans le chien, parce que comme ça en un seul accès, je vais avoir accès au chien et au chat qu'il déteste avec leurs détails, etc. On peut décider un petit peu de comment on dénormalise, comment on duplique l'information pour la récupérer de manière extrêmement efficace dans notre NoSQL à la lecture. Ici, on essaie d'optimiser la lecture au prix de l'écriture. Donc c'est comme ça que c'est fait dans pas mal d'approches NoSQL, mais pas pour les bases de données orientées graph. Pourquoi? Parce que les bases de données orientées graph, elles ont une notion native de navigation d'un nœud vers un autre, ils appellent ça un lien. Et c'est très efficace de naviguer, d'avoir la liste des nœuds associés à un nœud donné. Et donc on ne va pas s'embêter à dupliquer l'information, on va laisser le moteur accéder à la puissance du moteur pour récupérer l'information. Ça va toujours? C'était probablement le plus dur là. C'est bon. Et il y a plein d'autres petites choses. Donc,
L'object mapper, en l'occurrence Hibernate OGM, mais un object mapper de manière générale, il est capable, on voit qu'on peut définir des règles pour qu'il essaie de construire le mapping le plus naturel possible pour la base de données NoSQL que vous essayez de cibler. Est-ce que l'identifiant c'est underscore ID parce que c'est MongoDB ou est-ce que c'est autre chose? Voilà, il y a plein d'autres petits détails sur lesquels on a travaillé pour avoir le mapping le plus naturel possible. C'est-à-dire que si vous enlevez Hibernate OGM du jour au lendemain, vous êtes quand même capable d'accéder à vos données, Neo4j ou MongoDB, avec un autre outil, puisqu'il n'y a pas de, je sais pas, de sérialisation propriétaire ou de choses comme ça. On essaie d'avoir le mapping naturel. Un autre truc qu'on entend souvent, c'est en fait les bases de données NoSQL, elles sont schemaless. Et je vais aller un petit peu à l'encontre de ça et je vais dire que c'est pas vrai. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de schéma. Ça veut dire qu'il y a un schéma et il est flexible, voire même très flexible d'un document à un autre, mais il y a très souvent un schéma. Et ce schéma, il est évolutif de manière beaucoup plus facile qu'une base de données relationnelle. Des fois, il est autodescriptif quand c'est du JSON, ou quand c'est du Neo4j par exemple. Des fois, c'est juste un bloc parce que c'est une clé valeur. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de schéma. Mais quelque part, il y a un schéma. Pourquoi? Parce que là, vous êtes en train de mapper votre structure vers un objet Java, en l'occurrence, qui lui a des propriétés. Des propriétés, enfin un type avec des propriétés, c'est un schéma déjà. Et même si on n'était pas en Java, on voit bien que dans mon document là, que j'ai chargé, il y avait un téléphone, il y avait un titre qui s'appelait iPhone, il y avait une marque qui s'appelait Apple. On voit bien que marque, c'est pas la même chose que le titre. On voit bien qu'il y a une notion de là. Donc nous, en tant qu'humains, on sait qu'il y a un schéma, on a séparé les informations en deux champs séparés avec des noms. Il se trouve que juste que ces schémas évoluent. Donc si ces schémas évoluent, et voire même ont tendance à évoluer plus vite que ce qu'il y a dans une base de données relationnelle, qu'est-ce que peut faire l'outil Object Mapper pour vous aider? Alors il y a des choses qu'Hibernate OGM fait déjà, il y a des choses qu'il va faire ou qu'on aimerait qu'il fasse. Donc là c'est un petit peu un mélange de ce qu'on veut faire ou ce qu'on sait déjà faire. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a un objet Java avec des annotations à la JPA. Et puis on a les annotations JPA dites modèles physiques, les tables, add table, add column, etc. Donc on a une séparation déjà entre le nom de la classe Java, ou le nom de la propriété Java, et comment c'est censé être stocké en dessous avec le add table. Il y a une valeur par défaut qui est le nom de l'entité ou le nom de la propriété, mais on peut surcharger ça. Donc déjà, si vous décidez de changer les noms des propriétés de vos objets Java, mais que derrière vous n'avez pas envie d'updater les 1 million d'entrées qui ont déjà été écrites, eh ben, vous allez pouvoir utiliser le add column pour faire le pont finalement entre le nouveau nom et l'ancien nom dans la base de données. Dans une base de données relationnelle, ça aurait été facile, j'aurais fait changement le nom de la colonne, ça aurait été juste changé sur le schéma, ça aurait pris 2 secondes et demie. Dans une base de données, mettons MongoDB ou une base de données en document, c'est pas pareil parce qu'il n'y a pas de schéma qui est centralisé. Chaque document il se trouve qu'il a une propriété, mettons description, que maintenant vous voulez renommer desk, IESC. Et ben, il va falloir aller sur chaque document et le mettre à jour. D'accord? Donc là, ce qu'on aimerait faire aussi, c'est d'inventer un système qui vous dit, ben voilà, j'ai fait évoluer mon schéma, donc dans mon application, déclarativement, je vais dire que ça s'appelait description, maintenant ça s'appelle autre chose. Et donc, quand on va charger cette information de la base de données, on va faire la conversion pour vous, et quand on va la restocker, on va mettre à jour, finalement, au fil de l'eau, l'information. Donc là, c'est juste un changement de colonne, c'est très simple, et on peut imaginer des évolutions de structure beaucoup plus compliquées. Nom prénom qui était en un seul champ, maintenant qui est en 2 champs, voilà, on peut imaginer des évolutions structurelles comme ça. Donc on aimerait déclarativement exprimer qu'il y a eu des migrations, et l'outil systématiquement il est capable de dire je charge l'info, c'est l'ancien modèle, hop je fais une migration, hop je pousse la nouvelle version. Ok? Ça c'était le premier truc. Le deuxième truc c'est que soit vous avez plusieurs applications qui travaillent sur les mêmes données, et peut-être qu'il y a une application qui rajoute des propriétés qui ne sont pas connues de l'application numéro 2, soit vous avez des versions différentes de votre application qui sont en prod, et l'application N-1 elle ne connaît pas la version, enfin elle ne connaît pas le champ qui est utilisé par l'application N. Donc là
faut que vous soyez, faut que l'outil soit sympa et qu'il n'écrase pas les champs de la version N sous prétexte qu'il est en version N-1, parce que sinon vous allez perdre de l'information. Bonne nouvelle, donc en général les outils font ça, dans NetOGM on ne peut pas écraser les informations qu'on ne connaît pas, on va juste les laisser là où elles sont. Par contre, on envisage aussi d'exposer explicitement ces propriétés supplémentaires pour que peut-être dans votre code vous accédiez à ces propriétés supplémentaires de manière non typée, de manière un peu non typée, pour peut-être les mapper un peu plus tard vers une propriété explicite si besoin. Donc pour moi, alors tout n'est peut-être pas résolu, mais les entités, on arrive à les mapper sur, on l'a fait sur les bases de données orientées documents, on l'a fait sur les clés valeurs, on l'a fait sur les bases de données orientées graphes, on est en train de le faire sur les bases de données type Cassandra, donc columnar. Voilà, la plupart des modèles finalement ne sont pas si éloignés que ça du modèle objet, enfin de la notion d'objet, d'association d'objets et de propriété d'objets. Ok? Alors, donc là, ça y est, on a nos objets mappés, mais là, on se dit, ouais, ok, c'était gentil avec les API GPA, mais ça ne donne pas la puissance nécessaire pour accéder de manière efficace à notre information. Il vaut mieux que j'utilise l'API spécifique du produit NoSQL pour accéder à toute la vitesse, puissance, scalabilité, ce que vous voulez. On va discuter ça en deux parties. La première, c'est la partie juste lecture, écriture, mise à jour et suppression d'une entité donnée. Et puis après, on parlera des requêtes. Alors, si ce que vous stockez ne peut pas vraiment proprement être représenté dans un modèle objet, ben là, effectivement, il ne faut pas utiliser un object mapper. Il faut utiliser directement le driver ou un autre type de structure, c'est pas grave. Si votre modèle est représentable dans un modèle métier, ce que je suis en train d'essayer de vous convaincre, c'est que si, en l'occurrence, on va pouvoir utiliser les API JPA pour faire le CRUD sur les données. D'accord? Par contre, il y a des options qui sont spécifiques à une base de données NoSQL ou un produit NoSQL ou un type même NoSQL. Comment est-ce qu'on va faire pour activer ces boulons, les serrer, les adapter? Donc voilà le postulat sur lequel on est parti. Ce qu'on s'est dit, c'est que souvent ces options, elles étaient associées au type de la propriété. Peut-être que mon type client, c'est important, donc je veux être sûr de le stocker, je vais prendre des mesures de sécurité supplémentaires pour être sûr que j'ai effectivement flushé sur le disque avant de dire que je l'ai bien créé. Peut-être qu'un commentaire, c'est pas grave si j'en perds un ou deux tous les 10 000 opérations, et à ce moment-là, je vais pouvoir relaxer les infos. Et donc, on utilise soit les annotations, soit une API fluide qui permettent d'exprimer de manière typée les contraintes qui sont spécifiques à un NoSQL donné, ou les options qui sont spécifiques à un NoSQL donné, et on peut les accrocher à une entité, donc à un type. On peut même les accrocher à une propriété donnée, c'est assez utile notamment au niveau des associations. Comment est-ce que je stocke cette association? Embarquée dans le document, séparée dans un autre document, voilà ce genre de détails importants. Pareil, pour ceux qui connaissent Apache Dynamo, Cassandra, etc., il y a toujours cette notion de quorum. Si on veut une consistance en termes de lecture-écriture, il faut que le nombre de nœuds qu'on lit plus le nombre de nœuds sur lequel on écrit pour une donnée donnée soit supérieur au nombre de nœuds, pour être sûr qu'il y ait une consistance. On peut décider de ne pas être consistant, mais ça c'est un débat après. Voilà. Donc nous, notre postulat, c'est qu'on peut associer ces options de manière déclarative sur les types d'entités, sur les propriétés. Après, on ouvrira la possibilité de les activer juste pour un appel spécifique, mais on pense que 90% des usages pourraient être généralisés en accrochant ça déclarativement plutôt que impérativement. Ce qui évite pas mal de bugs, oubliés, parce qu'un bout de code qui appelle à la même donnée, mais qui est obligé d'utiliser le même quorum ou ce genre de choses. Alors là, c'est la pause. Alors, vous voyez, ce que je veux dire là, c'est qu'on n'a pas forcément fini ou dit, voilà, c'est bon, on a réussi, la vie est belle.
5 ans avant, parce que là on se retrouve à avoir besoin et de devoir corriger le code, donc ça c'est la partie gauche. Et la partie droite, c'est plutôt, il y a des choses, on pensait que ça allait être vraiment compliqué, puis finalement ça s'est passé de manière relativement naturelle, et d'autres on se dit ah non mais c'est possible, tu vas voir, voilà, ça fait comme ça, et puis 2 ans après on est encore en train de travailler là-dessus, parce que c'est beaucoup plus compliqué, donc c'est assez marrant de voir comment on peut être assez nul pour évaluer les difficultés finalement. Enfin c'est le grand générique, hein, c'est pas moi, enfin, j'espère, pas que moi. Voilà, donc on va continuer sur la suite du mythe numéro 4, c'est on a besoin des API natives, notamment pour y faire des requêtes qui sont utiles. JPA ne pourra pas abstraire la puissance de NoSQL, je ne sais pas, d'une clé valeur versus d'autres choses. Alors, 2 points là-dessus. Le premier, j'ai perdu mon timer. Le premier, c'est que, en fait, on peut aller assez loin. Comme JPA est abstrait et travaille sur les objets et pas sur les structures qui sont en dessous, on est capable de prendre le JPQL, la chaîne de caractères, la transformer en une structure de contraintes et prendre chacune des contraintes de manière indépendante ou un groupement de contraintes consistant et le transformer dans ce que sait faire le moteur de requêtage natif de la base de données. Par exemple, une base de données document. Ça marche plutôt bien, le nombre de requêtes, le type de requêtes qu'on sait faire est forcément plus limité, mais le mapping marche plutôt bien. Et donc pour les requêtes JPQL simples, ça marche bien. Par contre, c'est vraiment beaucoup de boulot pour nous pour faire la transformation qui va bien, etc. etc. Alors, on le fait ça pour les bases de données qui ont un langage de requêtage à peu près correct, Neo4j, MongoDB, voilà, ce genre de choses. Sur des bases de données NoSQL, notamment avec les valeurs qui ont par définition pas ou peu de capacité de requêtage, un autre truc qu'on sait faire, c'est vous laissez indexer les champs que vous voulez requêter avec Hibernate Search, stocker ça dans un index Lucene et utiliser Hibernate Search et les index Lucene pour répondre à la requête. Donc là, on a dénormalisé l'information dans un index séparé pour répondre à la requête tout en gardant les données dans la base de données NoSQL. Mais il y a des opérateurs qui vont être spécifiques, des types d'opérations de sémantique qui vont être spécifiques. Je pense qu'on peut en mapper certains grâce à... Enfin, JPA, c'est plus extensif que ce qu'on pense, notamment au niveau des selects, au niveau des where, on peut appliquer des fonctions qui peuvent être spécifiques à chacune des bases de données, donc on pourrait imaginer des choses comme ça. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas bien s'exprimer, notamment des requêtes hiérarchiques jusqu'au niveau alternatif ou des requêtes full text avancées qui ont vraiment des propriétés assez spécifiques. Et donc là, on a reculé, surtout que ça nous prenait pas mal de temps d'écrire ce fameux mappeur JPQL vers autre chose. Et on s'est dit, ouais, mais finalement, pourquoi ne pas offrir le requêtage natif qui est effectivement là où la puissance intéressante existe au niveau de votre NoSQL. Et ben c'est ce qu'on a fait. On va dire, on vous laisse écrire une requête native. Par contre, vous nous dites sur quoi elle est mappée, et nous on va faire le mapping, on va vous ramener un objet managé qui va être chargé grâce aux données qui sont récupérées de la requête. Et vous avez écrit votre requête native. Donc vous perdez l'abstraction par rapport au langage, enfin à la base de données NoSQL que vous aviez, mais vous gagnez la capacité, à part la requête, d'avoir tout le reste dans votre modèle objet et d'utiliser le reste des API que vous connaissez. Donc pour moi, même si c'est vrai qu'on ne peut pas forcément abstraire avec un langage qui serait super puissant, capable de tout abstraire, etc., c'est pas grave, on peut utiliser des requêtes natives et les mapper vers nos objets et continuer dans notre monde un petit peu abstrait derrière. Ce qui m'amène au dernier point, c'est, ok, normalement, je vous ai prouvé, ou au moins vous êtes moins sceptique sur le fait qu'on peut avoir un object mapper qui va stocker des objets ou des graphes d'objets et les persister dans différents types de NoSQL de manière correcte. Mais est-ce que ça a de la valeur? Donc déjà, ce que ça amène, c'est une abstraction. C'est-à-dire qu'on a ce fameux graphe d'objets que vous êtes en train de modifier, puis à un moment donné, on fait un flush, vous faites une commit de l'opération, et là, l'object mapper va faire un diff et appliquer les opérations nécessaires dans la base NoSQL ou SQL.
cette abstraction qui est ce graphe d'objets sur lequel vous avez explicité des notions d'association d'un objet à un autre, en one-to-many, etc., c'est le fait que on sait, on connaît le lien entre tel objet et tel objet. C'est-à-dire que si on met à jour tel objet qui a été dénormalisé, il va falloir aussi mettre à jour tel autre objet. Voilà, on a plus d'informations, on sait les changements que vous êtes en train de faire, et du coup on va pouvoir réagir sur ces changements-là. D'accord? Et donc on va pouvoir vous offrir plus de fonctionnalités grâce à ce niveau d'abstraction. Le premier niveau qu'on sait faire, c'est si vous n'êtes pas hyper familier avec la base de données NoSQL X et ses patterns, déjà par défaut, nous on va essayer de mapper le graphe d'objets que vous avez décrit le plus naturellement possible avec la base de données NoSQL qui est en dessous. Déjà, par défaut, vous allez moins vous planter que si vous partiez un peu à la Wallagan. Et on a amélioré ça spécifiquement pour chaque stockage. Donc on a des data store providers qui ont des implémentations, des raffinements qui sont spécifiques à chacune des implémentations. Ensuite, vu que c'est une abstraction déclarative, si on a un bug une fois, il faut le corriger, mais du coup, si vous utilisez ça 50 fois, en corrigeant un bug une fois, on l'a corrigé partout. En plus, il se trouve que c'est un bug qui viendrait de nous, donc c'est encore mieux pour vous. Donc, on s'est exprimé, le mapping, ça va plus loin que juste la structure de stockage, qui est des choses que j'ai décrites avant. C'est aussi le concept de lock optimist. J'ai un numéro de version. Il faut que quand j'écrive une donnée, il faut que je compare avec le numéro de version que je croyais avoir, regarder si c'est bien la bonne et incrémenter ce numéro de version. Si ce n'est pas le même numéro de version, il faut que je lève un log d'exception optimiste, etc., etc. Comment est-ce qu'on fait ça dans MongoDB? Comment est-ce qu'on fait ça dans CouchDB? C'est pas la même chose. Il y en a un qui a un support un peu plus natif que l'autre. Voilà, donc tout ça, on le fait, vous exprimez le fait que vous voulez un log optimiste et nous, on s'occupe de faire le mapping le mieux possible. Évidemment, convertir les types. Est-ce qu'une URL, comment est-ce que ça se stocke dans base de données X, Y ou Z? Peut-être c'est natif, peut-être c'est juste en chaîne de caractères. Il y a plein de questions comme ça. Les dates surtout, etc. Et surtout, donc ça, c'est ce qu'on sait faire aujourd'hui. Ça, c'est un petit peu plus notre vision. C'est surtout, quand on regarde, vu qu'on est un petit peu abstrait, on a ce graphe d'objets avec la liste des changements qu'on va appliquer et les liens qu'on a entre les objets, c'est qu'on va être capable de... On est un moteur de dénormalisation. On est capable de dire, quand vous changez ça, vu qu'on a dénormalisé, vu qu'on a dupliqué l'information entre l'objet A qui pointe vers l'objet B, on a copié et l'objet A et l'objet B dans la même structure pour aller plus vite, par exemple. Si vous mettez à jour l'objet B, on sait qu'il va falloir mettre à jour la structure de l'objet A. Donc vous allez être capable de décrire déclarativement la façon dont vous voulez dénormaliser pour optimiser votre lecture. Et nous, on va faire le boulot à l'écriture de mettre à jour toutes les choses qui ont été dupliquées potentiellement. D'accord? Tu es clair là? Okay. Donc là encore, la consistance, elle est déléguée à un outil qui va systématiquement l'appliquer plutôt que vous. En général, on l'applique quand on fait des appels natifs, etc. C'est nous qui l'appliquons de manière impérative. On appelle A ensuite A plus B et on va stocker ces deux structures. S'il se trouve que dans le code, on met à jour A d'un autre point, il ne faut pas oublier aussi de mettre à jour A plus B, voilà, sinon on commence à avoir des inconsistances qui grossissent. Et si on pousse la logique encore un peu plus, on se dit, ok, on était capable de dénormaliser, de stocker avec des structures différentes dans le même NoSQL, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une étape supplémentaire et de dire, je vais stocker le même graphe d'objets au sens Java, mais dans des bases de données NoSQL différentes et sous des formes différentes. Par exemple, là, j'ai la notion de new, newspaper et journaliste, et peut-être j'ai oublié de rajouter les commentaires, non d'ailleurs, non c'est bon. Il va y avoir une vue détaillée qui va être stockée dans une base de données orientée document. Donc si je veux la news détaillée, j'ai juste un lookup à faire dans la base de données orientée document. Si je veux les 10 dernières news avec juste les headlines, je vais les avoir aussi stockées, mettons, dans Cassandra, et du coup, je vais prendre les 10 derniers et faire une requête plus rapide, plutôt qu'essayer de chercher les 10 derniers dans MongoDB avec une requête, peut-être qu'elle est très rapide, parce que celle-là, elle est facile, mais voilà, vous pouvez imaginer des requêtes ou des use cases plus compliqués sur lesquels stocker dans des NoSQL différents a du sens. Donc, vous exprimez de manière abstraite votre structure et nous on la met à jour, enfin ça c'est notre vision, d'essayer de la mettre à jour
les différents systèmes de stockage que vous aurez. Voilà, et puis cette notion de chaque changement, finalement, c'est des événements qui sont levés par le moteur Hibernate. Donc il y a une implémentation qui est là, je vais stocker et mettre à jour les événements, mais il se trouve qu'on a des librairies qui se pluguent à cette liste d'événements et fait des choses. On a Hibernate Validator qui permet de vérifier que votre entité elle est bien valide avant d'aller la stocker, pour éviter de mettre des choses un peu dégradées dans la base. Hibernate Search, à chaque fois que vous mettez à jour, va mettre à jour l'index USEN, ce qui fait que l'index USEN et votre base de données est synchronisée. Du coup, vous allez pouvoir faire des requêtes full text qui sont en gros basées sur ce qui vient dans votre base de données. Vous avez un c'est plus rapide, 2 c'est plus expressif, et 3 on est capable de scaler mieux puisqu'on va avoir les index sur chacun des nœuds du middleware plutôt que votre base de données qui est potentiellement une seule machine. L'historisation des données, alors ça ne marche pas sur OGM encore, mais on peut imaginer la même logique qu'on a fait sur Hibernate ORM qui permet de stocker les changements qui arrivent et de pouvoir revenir en arrière, savoir qui a changé quoi à telle date, etc. Et un autre truc qu'on sait faire, c'est ce qu'on appelle l'API de compensation. Beaucoup de bases de données NoSQL n'ont pas de transaction. Donc nous, quand vous mettez à jour vos différents objets, s'il se trouve que c'est sur des structures différentes de vos données NoSQL, ce qu'on va faire, c'est que déjà et au moment où vous faites un commit virtuel, on va les appliquer tous en même temps. On va essayer de les appliquer les uns après les autres, mais en une seule macro-étape pour vous. On applique ça, mettons qu'il y en ait 9 qui marchent et 7 qui ne marchent pas. Vu qu'on sait tous les changements qu'on est en train de faire dans votre transaction logique, on va être capable de vous dire, bon, il y a eu un problème, ces 9 là j'ai pu les faire, ces 7 là j'ai pas pu les faire, vas-y coco. Donc déjà c'est mieux que de dire, le truc a planté, on ne sait pas tout ce qui s'est passé, c'est pas grave. Là on vous donne l'information, au pire vous la loguez et un humain va aller regarder. Au mieux, petit à petit, on va peut-être être capable de travailler sur des compensations. Ok, les 9 ont réussi, les 7 ont échoué. Dans les 7, il y avait des choses importantes. On va devoir rollbacker 4 de ces 9-là. Donc ça va être finalement, il y a un besoin business derrière, mais vous allez pouvoir écrire ce genre de rollback logique. Si le problème, c'est un accès à la base de données, vous pouvez toujours essayer de rollbacker, ça ne va pas marcher. Donc selon les erreurs, on va pouvoir rediriger vers des algorithmes un petit peu différents. Donc pour moi, il y a vraiment de la valeur dès aujourd'hui au niveau de l'abstraction, au niveau d'utiliser du déclaratif plutôt que de l'impératif dans la façon de décrire vos accès à la base de données avec les object mappers qu'il y a aujourd'hui sur le marché, dont Hibernate OGM. Mais c'est surtout sur le futur que je suis vraiment excité, c'est qu'on va être capable de vous aider dans ce monde polyglotte où on stocke les données dans différents systèmes et qu'il faut garder une certaine cohérence de l'un avec l'autre, parce que ça va devenir très pénible à la main très très vite ce truc-là. Donc peut-être que si on s'appelle Google, on est capable de jeter assez d'ingénieurs brillants sur le problème, mais quand on est dans une équipe avec des humains avec 2 bras et 2 jambes, s'il y a des outils qui nous aident, c'est peut-être mieux comme ça. Donc voilà, moi j'aime bien, je pense qu'il y a un intérêt à avoir des object mappers, même dans des accès NoSQL. Alors c'était vraiment utile dans le base de données relationnel parce que la PIJDBC elle est quand même pas mal pourrie, donc on avait 2 avantages. Un, il y avait un intérêt, qu'est-ce que je vous ai décrit, et 2, la PIJDBC était tellement pénible qu'utiliser JPA c'était quand même bien plus pratique. Mais même là, même si votre driver il est assez pratique, voilà, je vous ai expliqué tous les avantages de s'abstraire un petit peu et d'écrire cette graphe d'objets, tous les avantages que ça peut amener dans votre application. Où est-ce qu'on en est nous à Hibernate OGM? Alors on a fait la première version qui s'appelle la 4.0 finale, la première version stable, qui est la 4.0 finale est arrivée en décembre dernier. Donc là on est en juin, on en est à la 4.2, on a rajouté pas mal de petites choses supplémentaires. On n'a rien cassé en termes de compatibilité rétroactive, donc ce qu'on a stocké, on sait le récupérer, donc ça c'est plutôt positif. L'adoption, elle commence à monter, on voit des gens poser des questions, discuter avec nous, donc ça c'est vraiment bien. Les choses qu'on supporte, qui sont stables selon nous, c'est notre support MongoDB, notre support Infinispan qui est les valeurs transactionnelles distribuées, donc stocker les données sur plusieurs nœuds. Le
Hcache, qui est un cache, pareil, distribuable potentiellement, et Neo4j. On sait faire du JPQL, enfin en tout cas les requêtes simples, voire exprimer la requête native, vous laissez l'exécuter et mapper ces objets-là. On sait stocker les entités, les associations, les objets d'embedded, enfin tous les mappings, normalement tous les mappings dont vous aurez besoin, que vous savez déjà faire dans JPA, vous allez pouvoir les faire. Et on a cette fameuse API de compensation qui est intéressante quand on commence à travailler sur plusieurs entités différentes au sein d'une même transaction et qu'on veut être capable de dire maintenant ça a pété à la moitié, il faut que je puisse gérer le rollback d'une manière ou d'une autre. Notre futur, c'est vous écouter, c'est de voir ce qui est important pour vous. On a vu, il y a pas mal de gens qui utilisent MongoDB, on a vu qu'il y avait des MongoDB sécurisés, donc là-dessus on a travaillé, puisque le MongoDB 3 par exemple a changé la façon dont il gérait les credentials. Voilà, sinon on travaille sur Cassandra, donc il y a une première version qui vient d'être sortie avec la 4.2 justement. Je vous encourage à aller voir, on a pas mal d'autres améliorations qu'on a en tête, mais on est prêt à adapter. CoachDB c'est pareil, on estime qu'il est là, mais il n'est pas encore stable selon nous, on risque de peut-être changer la façon dont on stocke les choses, mais ça vaut peut-être le coup d'aller jouer avec déjà. Et puis après, travailler sur cette notion de dénormalisation. On sait déjà le faire pour les associations, je vous ai dit qu'on stockait Garfield dans le chien Snoopy, c'est déjà de la dénormalisation, mais là on veut donner plus de flexibilité au moteur, plus de puissance, et vous pourrez exprimer ce que vous voulez dénormaliser, comment vous voulez le faire, et nous on l'appliquera. Et après, ça sera l'étape d'après, c'est stocké pas dans une base de données NoSQL, mais dans plusieurs, un modèle dans plusieurs à la fois. Et je crois que ça y est, voilà, donc essayez, qui utilise du NoSQL pour pas mal. Qui a envie d'utiliser et qui n'a pas encore... ok, on va casser la majorité. Bon bah, essayez. Faites-nous votre retour, même s'il est mauvais, il manque ceci, il manque telle fonctionnalité, ça a planté tout de suite, ça a craché ma base en prod, dites-le nous, ça nous intéresse, donc hibernate.org/OGM. Voilà. Et si vous avez des questions dans le reste, à peu près 5 minutes au moins. Et puis après on va aller voir un coup. Ouais. La question c'est quoi? Il arrive qu'on passe au NoSQL pour des raisons de performance par exemple. Sur Codebase par exemple, tu vas lire rapidement. Si on perd tout simplement une million dans le fait de transformer la query, de la mapper sur des objets. Ouais. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on perd en performance quand on utilise un object mapper? Donc la question elle est difficile à répondre, un peu comme un ORM, parce que oui tu fais plus de travail parce que tu vas créer un objet ad hoc que peut-être tu ne vas pas créer du tout si tu faisais ton appel direct. Donc là, ça nous coûte un petit peu plus. C'est vraiment marginal pour être honnête, mais ça nous coûte un petit peu plus. D'un autre côté, il y a des choses qu'on sait faire, des batchs de manière systématique que toi, tu ne vas pas forcément appliquer en appelant l'API à la main parce que voilà, tu le fais que quand tu as des problèmes de performance. Donc il y a des choses qu'on sait faire de manière plus systématique que d'autres. On peut utiliser le cache de second niveau, voilà, il y a pas mal de petites choses intéressantes. Dans les benches qu'on a fait, très négatif pour nous, qui est justement, on fait un lookup direct avec le driver versus on fait un lookup via notre création d'objets, etc. Je ne sais plus combien c'est, mais on part dans les cas vraiment pires de 20% de plus, ce qui n'est pas, en termes de total, ce qui n'est pas beaucoup. Et en général, on travaille juste sur une seule machine, donc on ne parle pas non plus d'un accès, on oublie l'accès réseau. On va continuer à travailler là-dessus. En termes de CPU, c'est quasi rien aussi dans les derniers tests que moi j'avais fait. Il y a un ordre de grandeur en termes de nombre de millisecondes. Ça dépend de ton truc. Si tu fais du Mongo, franchement, qui est la base aujourd'hui la plus lente qu'on voit. Et juste le rappel de l'ORM. Mais c'est par rapport à autre chose. Tu ne peux pas le dire. Non, mais l'ORM, il va faire une requête au driver natif. Alors, les requêtes. Ouais, sauf que les requêtes, elles sont compilées. C'est-à-dire que la première fois qu'on voit cette ligne JPQL, effectivement, on la compile, on la transcode, et après, elle est cachée. Donc, si tu fais la même requête, au paramètre près, tu auras un coût initial et tu n'auras pas les coûts après. Si effectivement tu crées une requête différente à chaque fois, il faudra regarder le coût. Ça, je ne sais pas. Il faudra regarder effectivement le coût de création de la requête explicite.
est-ce que l'API de compensation, ça se rapproche du XA, du two-phase commit, etc. Alors, non. Là, ça c'est la réponse courte. La réponse longue, c'est que dans transaction, il y a plein de choses. Les transactions de type ACID, XA avec du two-phase commit, c'est vraiment un sous-ensemble. Même dans des transactions qui gardent le même niveau de qualité / consistance, il n'y a pas que le two-phase commit, il y a d'autres, Atomic Broadcast, il y a plein d'autres protocoles qui font ça. Mais là, si on était parti là-dessus, on serait en train de dire on est en train de construire un transaction manager qui va simuler les transactions au-dessus d'un moteur qui ne sait pas le faire. D'accord ? Donc ça, en l'occurrence, il y a des gens de côté JBoss sur le projet Arjuna, qui est notre transaction manager, qui travaillent sur ces choses-là, notamment de stocker en gros un état intermédiaire dans le document pour pouvoir faire du rollback au sens synthétique, sans que toi tu aies à coder quoi que ce soit. Mais c'est pas notre boulot au sens OGM. Ce qu'on te propose vraiment, c'est la liste des choses qui ont réussi et la liste des choses qui ont échoué. Donc pour l'instant, c'est plus une API de rapport d'erreur sur lequel tu as un callback, sur lequel tu vas pouvoir faire des choses, qu'une API de compensation au sens transactionnel acide du terme. Voilà. Donc, tu vas peut-être décider de loguer ça pour qu'un humain regarde la chose ou essayer activement de compenser et de faire ton rollback à toi. Mais c'est vraiment beaucoup plus proche de essayons de construire de manière business une compensation des opérations que j'ai fait ou que j'ai fait partiellement, plutôt que c'est du XA et du coup c'est transparent. Donc pour moi j'ai démarré un truc, j'ai fait tout ça, il y a tout qui arrive ou il n'y a rien qui arrive. Je sais pas combien de temps il me reste, mais... Dernière question. Dernière question. Ouais. Est-ce que je peux t'en dire plus sur le stockage de type, c'est ça? Non, le stockage multiple. Ah. Ouais. Ouais. Enfin, c'est dans ma tête ça plutôt. Ça c'est vraiment la vision qu'on a. Il y a un truc qui m'a pas mal intrigué. Je sais pas si tu es familier avec CQRS, ces approches qui séparent les changements que tu veux faire sur tes données de ce que tu requêtes. Et du coup, ils sont capables de dire je vais stocker la donnée au moment de l'écriture dans une partie dans une base de données relationnelle, une partie ailleurs, peu importe. Et surtout, je vais construire des structures qui me permettent de répondre aux requêtes de manière extrêmement rapide. Donc, ils sont complètement séparés potentiellement de ces choses-là. Et par contre, c'est compliqué à mettre en place. Ça demande de réfléchir beaucoup à son modèle métier. Et ce qu'on essaie de faire là, c'est d'explorer l'idée d'un outil qui permet non pas d'aller à 100% de ces idées-là, mais d'aller peut-être à 30% de ces idées-là, et de dire effectivement, dans une application, j'ai ce graphe d'objets, et je veux que peut-être, je sais pas, une commande plus la liste des trucs qu'il y avait dans mon panier, qui sont maintenant dans la commande, est stockée dans un seul document au sens MongoDB, mais que, je sais pas, juste la commande plus son prix total soit stocké dans un système de log, parce que du coup je vais faire la somme des choses que j'ai gagnées ou perdues dans la journée. Voilà, c'est vers ça qu'on veut aller. Est-ce qu'on doit faire ça de manière synchronisée? Est-ce qu'on fait tout ça de manière asynchrone? Stocker les changements dans un système de log, peut-être Apache Kafka ou des choses comme ça, pour les processer de manière asynchrone sur les différents backends dont on parle? Qu'est-ce que ça a comme impact? C'est tout ce genre de choses-là qu'on a envie d'explorer. Là, on veut construire un truc qui soit un object mapper qui soit bien sur un mono NoSQL. Ça, c'est ce qu'on veut faire là vraiment immédiat. Et on va commencer à travailler la dénormalisation au sein d'un seul NoSQL.